J'ai empoisonné mon mari d'une dose si précise de belladone que les médecins ont cru à une crise cardiaque naturelle. Ce n'était pas pour l'argent, du moins pas au début. C'était pour effacer le poison qu'il instillait dans nos vies depuis des années. Mais quand j'ai vu les vautours, sa famille, ses associés, se repaître de notre fortune comme des corbeaux sur un cadavre encore chaud, j'ai su que le vrai venin n'était pas dans la tasse de thé que je lui avais servie ce soir-là à Paris, sous les lumières tamisées de notre appartement haussmannien. Le notaire, ce serpent aux lunettes cerclées d'or, m'a regardé avec un sourire condescendant. « Madame, votre époux n'a rien laissé pour vous. Tout va à ses neveux. » J'ai ri, un rire qui a fait trembler les vitraux de son bureau rue de Rivoli, parce que je savais déjà où était caché le vrai testament, celui qu'il avait rédigé dans un accès de remords, loin des yeux de ses complices. Et ce document, froissé dans une boîte à cigares sous le plancher de notre chambre, valait 1,4 million d'euros, assez pour acheter ma liberté, ou pour la détruire définitivement. Pourtant, en le déterrant cette nuit-là, les mains tremblantes sur le bois vermoulu, j'ai réalisé que la vengeance n'est pas un poison qu'on administre. C'est un feu qu'on allume en soi, et qui consume tout, y compris l'innocente qu'il a allumée. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'avait toujours semblé un écrin de velours pour mes illusions. J'y étais arrivé il y a 20 ans, une jeune femme de province, avec des rêves de bohème et un billet de train froissé dans la poche. Lucien, mon mari, m'avait conquise dans un café de Montparnasse, avec ses discours enflammés sur l'art et la finance. Un mélange toxique qui m'avait fait croire à l'amour éternel. Il était banquier, de ceux qui transforment l'or en mirage, et moi, je peignais dans l'ombre de son ombre, mes toiles accrochées au mur de notre appartement comme des fantômes oubliés. Sa mort, survenue un automne pluvieux de 2024, avait été un soulagement masqué en tragédie. Les obsèques, sous un ciel bas de la Seine, avaient réuni une foule de hypocrites. Sa sœur cadette, Isabelle, avec son air de veuve éplorée malgré son divorce récent. Son associé, Marc Duval, un homme au sourire carnassier qui gérait les comptes occultes de Lucien. Et les neveux, ces deux garçons paresseux élevés dans le luxe, qui pleuraient plus pour l'héritage que pour leur oncle. Moi, j'étais la veuve éplorée, vêtue de noir, les yeux rougis par des larmes que je forçais à couler. Mais intérieurement, je jubilais. La belladone, cueillie dans un jardin secret de la campagne normande, avait agi comme un amant discret. Pas de traces, pas de soupçons. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse et de condoléances frelatées. Isabelle, qui vivait à 2 pas dans le Marais, insista pour m'aider à trier les affaires de Lucien. Elle fouillait avec une avidité mal dissimulée, emportant des montres, des tableaux, des bijoux, tout ce qui brillait. Pour les neveux, ma chère, murmurait-elle, ses doigts aux ongles laqués de rouge s'attardant sur une broche que j'avais offerte à Lucien pour notre anniversaire de mariage. Marc Duval, de son côté, gérait les funérailles financières. Il bloqua mes comptes, invoquant des dettes professionnelles que je n'avais jamais soupçonnées. Lucien était imprudent, me dit-il un soir au téléphone, sa voix suave comme un vin de Bordeaux avarié. Mais ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. Veiller sur moi? C'était une blague cruelle. Quand le notaire m'appela pour la lecture du testament officiel, un document falsifié, je le sus immédiatement. Il confirma mes pires craintes. Tout allait à la famille de Lucien. L'appartement, les actions en bourse, les vignobles en Bordelais que nous avions achetés ensemble lors d'un caprice d'été. Moi, une pension misérable de 500 € par mois, à peine de quoi payer le loyer d'un studio à Belleville. C'est la volonté de votre époux, conclut le notaire, son ton aussi sec qu'un croquant au sel. J'ai raccroché sans un mot, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Cette nuit-là, seul dans l'appartement vide, ils avaient déjà emporté les meubles, prétextant des règlements, je me mis à fouiller. Lucien avait toujours eu ses secrets, des tiroirs fermés à clé, des appels chuchotés au milieu de la nuit. Je me rappelais une dispute, des mois avant sa mort, où il avait marmonné quelque chose sur un « assurance cachée ». Pour toi, si je pars trop tôt, avait-il dit, les yeux fuyants. Je commençais par le bureau, vidant les classeurs, arrachant les papiers peints. Rien. Puis la chambre, où notre lit défait portait encore l'odeur de son aftershave. Sous le plancher, près de la cheminée, mes ongles s'accrochèrent à une latte branlante. Je tirai, et la poussière s'éleva comme un linceul. La boîte à cigares était là, noire et usée, gravée de ses initiales. À l'intérieur, un enveloppe scellée, jaunie par le temps. Je l'ouvris avec des mains qui tremblaient non de peur, mais d'anticipation. Le testament, daté d'1 an plus tôt, était rédigé de la main de Lucien, tout à moi. L'appartement, les vignobles, un compte offshore à Monaco valant 1,4 million d'euros, fruit de ses spéculations illicites, mais légalement à moi. À ma femme, Élise, qui a supporté mes ténèbres, écrivait-il en post-scriptum. Protège-toi d'eux. Ils sont pires que moi. Je pleurais alors, pour la première fois vraiment, non pour lui, mais pour la femme que j'avais été, naïve, aimante. Ce testament était une arme,
un bouclier contre les vautours. Mais en le lisant, je compris que Lucien n'était pas mort naturellement. Non, il s'était suicidé, empoisonné lui-même pour me léguer cette fortune, sachant que cette famille le ruinerait. Ou pire, avait-il deviné que je l'empoisonnerais en premier? Le doute s'insinua comme une brume parisienne. Était-ce un cadeau ou un piège posthume? Le lendemain, je cachai le document dans ma veste et sortis dans les rues mouillées de la ville. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, me semblait soudain un labyrinthe de trahison. Je devais authentifier ce testament, le faire valider, mais discrètement. Isabelle m'avait invité à dîner ce soir-là, pour discuter de l'avenir. Parfait. Je souris dans le rétroviseur d'un taxi, en route vers le 7e arrondissement. La vengeance, cette vieille amie française, venait de frapper à ma porte. Et je lui ouvris grand. Mais avant cela, un détail me hantait. Pourquoi Lucien avait-il écrit ce post-scriptum? Protège-toi de Isabelle, Marc, ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre. Je décidai de commencer par Marc Duval. Il était le pivot, l'homme qui tirait les ficelles financières. Un appel anonyme à son bureau révéla qu'il était en rendez-vous à la Tour Eiffel, ironique, pour un homme qui aimait les sommets inaccessibles. Je m'y rendis, le testament brûlant contre ma poitrine. Le café en contrebas de la tour bruissait de touristes. Marc était là, seul à une table, sirotant un espresso. Il ne me vit pas approcher. « Bonjour, Marc », dis-je en m'asseyant en face de lui. Son sourire se figea. « Élise, que fais-tu ici ?» Je sortis l'enveloppe, la posai sur la table comme une grenade dégoupillée. « J'ai trouvé ça. Et je sais que tu as trafiqué l'autre testament. » Ses yeux s'écarquillèrent, puis un rire forcé. « Voyons, ma chère, c'est une farce. Lucien était fou à la fin. » Fou? Peut-être. Mais moi, je ne l'étais pas, prouve-le, répliqua-t-il. Authentifie-le devant un juge. Je souris. Oh, je le ferai. Mais d'abord, dis-moi, qui t'a payé pour falsifier? Isabelle? Les neveux? Il se leva brusquement, renversant sa tasse. Tu ne sais rien, Élise. Rien du tout. Il partit, me laissant avec le goût amer du café et la certitude que le jeu ne faisait que commencer. Cette nuit, de retour dans l'appartement pillé, je rédigeai une lettre au notaire, joignant une photocopie du testament. Demain, tout changerait. Mais en m'endormant, bercé par le bruit de la pluie sur les tuiles, je rêvais de Lucien. Son visage tordu par la douleur, murmurant « Pardonne-moi » avant de s'effondrer. Était-ce vraiment un suicide? Ou avais-je, inconsciemment, versé le poison? La ligne entre victime et bourreau s'effaçait déjà. Les jours suivants furent un balai de mensonges et de demi-vérités, typique de cette France où l'honneur se négocie comme un contrat de mariage. Le notaire, alerté par ma lettre, convoqua une réunion d'urgence dans son cabinet cossu, imprégné d'odeur de cuir et de vieux parchemin. Isabelle arriva la première, flanquée des neveux Antoine et Louis, deux spécimens de la jeunesse dorée parisienne, avec leurs vestes en tweed et leurs airs de rentier en herbe. Marc Duval fermait la marche, son costume impeccable contrastant avec le désordre croissant dans ses yeux. « Qu'est-ce que cela signifie » siffla Isabelle en agitant l'enveloppe que j'avais fait parvenir à chacun. Sa voix, d'habitude suave comme un chant de Piaf, trahissait une fêlure. Je m'assis calmement, les mains croisées sur mes genoux, vêtu d'une robe noire simple qui me donnait l'air d'une veuve résolue plutôt que d'une furie. Cela signifie, ma chère belle-sœur, que Lucien m'a tout légué. 1,4 million d'euros, l'appartement, les vignes. Tout. Un silence de tombe s'abattit. Puis Antoine, le plus jeune neveu, explosa. C'est impossible. Oncle Lucien nous l'avait promis. Promis? Je réprimai un rire. Lucien promettait beaucoup, des châteaux en Espagne, des amours éternels, des fortunes immortelles. Mais il mentait comme il respirait, ce beau parleur aux dettes cachées. Marc intervint, sa voix mielleuse. Ce document est douteux. Daté d'1 an? Pourquoi n'a-t-il pas été déposé chez le notaire? Bonne question. Je haussai les épaules. Parce que Lucien se méfiait. De vous tous. Le notaire, un homme bedonnant nommé Bertrand, ajusta ses lunettes. Une expertise graphologique est nécessaire. Mais si authentique, Madame Lemoine, vous récupérez tout. Isabelle Blême. Et nous, les neveux, nous avons besoin de cet argent pour l'entreprise familiale. L'entreprise, celle que Marc gérait, noyée dans les dettes que Lucien avait creusées avec ses spéculations hasardeuses sur les marchés asiatiques. Je les regardai, ces vautours, et sentis une rage froide monter en moi. Pas la colère brute d'une provinciale, mais une fureur calculée,
trempé dans le vinaigre de la trahison. La réunion se termina sur une promesse de résultat dans une semaine. En sortant, Isabelle me rattrapa dans l'escalier. « Élise, écoute-moi. » « Lucien. » Il n'était pas net. Il avait des ennemis. Si ce testament sort, tu risques gros. Ses yeux, d'un bleu glacial comme la Loire en hiver, me transperçaient. Des ennemis? Comme qui? Toi, peut-être, qui as toujours convoité son argent. Elle recula, feignant l'offuscation. Comment oses-tu? J'étais sa sœur. Sœur? Elle l'avait renié quand il avait refusé de financer son divorce scandaleux. Mais je n'insistais pas. Pas encore. De retour chez moi, ou plutôt dans ce qui restait de chez moi, un squelette d'appartement, je fouillais plus profondément. Lucien avait laissé des traces, des lettres chiffonnées dans un tiroir secret, des relevés bancaires falsifiés. J'y découvris l'étendue de la trahison. Marc n'était pas seulement un associé, il était l'amant d'Isabelle, depuis des années. Des photos volées, des mots doux codés, mon trésor, une fois Lucien hors jeu, nous serons riches. Hors jeu. Mon estomac se noua. Avais-je été le pion dans leur échiquier? Pire, une note manuscrite de Lucien, datée de la veille de sa mort, « Élise, c'est pour les dettes. Elle me tuera si elle apprend pour l'enfant. » L'enfant? Quel enfant? Mon cœur s'emballa. Nous n'avions pas d'enfant infertile, nous avions choisi la liberté des voyages et des nuits blanches. Mais cette phrase, était-ce une métaphore? Ou un secret plus sombre, un bâtard caché quelque part en province? Je décidai d'enquêter. Le lendemain, je pris le train pour Bordeaux, où se trouvaient les vignobles. Le domaine, un château du XVIIIe siècle entouré de ceps noueux, était géré par un régisseur fidèle à Lucien, un vieux basque nommé Henri. Il m'accueillit avec une bouteille de pomerol et des yeux humides. « Madame, votre mari m'avait prévenu. Il craignait pour vous. » Prévenu de quoi? Henri hésita, puis sortit un dossier jauni. Dedans, des contrats frauduleux signés par Marc et Isabelle, détournant des fonds pour un projet personnel, un enfant? Non, une clinique de fertilité à Lyon, où Isabelle avait tenté une FIV avec. Lucien? Mon sang se glaça. Inceste? Ou pire, un mensonge pour siphonner l'argent. Henri confirma. Votre mari a découvert leur liaison il y a 2 ans. Il voulait un héritier pour légitimer leur vol. Mais il a refusé. Alors, ils l'ont piégé avec de fausses dettes. Piégé. Le mot résonna comme un glas. Lucien s'était suicidé pour m'épargner le scandale, me laissant le testament comme bouclier. Mais en rentrant à Paris, le TGV filant sous la pluie, je me demandais, et si j'avais versé le poison par jalousie, sentant intuitivement leur trahison? La culpabilité, cette compagne fidèle des Français, s'installa en moi comme une migraine persistante. De retour, un appel de Marc. Rencontrons-nous. Seul à seul. Au Pont des Arts. Le Pont des Arts, ce lieu des cadenas d'amour brisés. Ironique. J'y allais, le testament original dans mon sac. Il était là, adossé au parapet, la Seine coulant en contrebas comme un serpent d'argent. Élise, écoute. Isabelle est dérangée. Elle t'en veut depuis que Lucien t'a épousée au lieu d'elle. Au lieu d'elle, la révélation me frappa comme un coup de Mistral. Isabelle n'était pas sa sœur, une demi-sœur, peut-être, mais amoureuse de lui depuis l'enfance. Un secret de famille, enfoui sous les apparences bourgeoises. Et toi? Demandai-je. Combien as-tu pris? Il rit, amer. Tout. Mais je peux t'aider. Donne-moi le testament, et je te fais une part. Une part? Comme à une mendiante. Je sortis l'enveloppe, la lui tendis, puis la jetai dans la Seine. Garde tes miettes, Marc. Le vrai est déjà chez le notaire. Il jura, se pencha pour la rattraper, glissa presque. Salope! Cracha-t-il. Je m'éloignai, le cœur battant, sentant son regard me brûler le dos. Cette nuit, des coups à la porte. Isabelle, ivre, les yeux fous. Tu as tout gâché. Lucien était à moi. Elle se jeta sur moi, griffe sortie. Nous luttâmes dans le salon, vase brisé, tableau déchiré. Je la repoussai, haletante. Il s'est tué pour échapper à toi, monstre. Elle rit, un rire dément. Non, c'est toi qui l'as tué. J'ai vu la tasse. La belladone. Mon sang se figea. Elle savait. Depuis le début. La révélation d'Isabelle me hanta comme un fantôme de la Révolution, ces ombres qui murmurent dans les couloirs du Louvre la nuit. Elle avait vu la tasse, se t'est infusée avec soin, les baies pilées dans la pénombre de la cuisine. Mais comment? Était-elle venue ce soir-là, tapie dans l'ombre des platanes de la rue?
Ou pire, avait-elle participé, complice invisible de mon crime? Je passais la nuit à veiller, un couteau de cuisine à portée de main, écoutant les craquements de l'appartement comme des pas d'intrus. Le matin apporta une convocation, la police. Pas pour le testament, mais pour soupçon de fraude sur succession. Marc, ce serpent, avait porté plainte, alléguant que j'avais fabriqué le document. Au commissariat du 6e, face à un inspecteur bedonnant nommé Leclerc, un Parisien pur jus, avec son accent chantant et son scepticisme chevillé au corps, je maintins ma version. C'est authentique. Demandez une expertise. Il haussa les épaules. Peut-être. Mais votre mari. Des rumeurs de suicide assisté. Et cette belladone dans son autopsie? Traces infimes, mais présentes. Mon cœur s'arrêta. Infime, j'avais été si prudente, dosant comme une alchimiste de Montmartre. C'est absurde, balbutiai-je. Il avait des problèmes cardiaques. Leclerc me fixa, ses yeux comme des billes de marbre. Peut-être. Mais sa sœur affirme avoir vu des choses. Des disputes violentes. Isabelle. Elle me vendait pour l'héritage. Je sortis libre, mais avec une ombre, une enquête ouverte. La presse, cette meute affamée, commença à flairer l'affaire. Un article dans Le Monde, drame familial à Paris, veuve soupçonnée dans succession empoisonnée. Les neveux, Antoine et Louis, vinrent me voir l'après-midi même, dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Ils étaient nerveux, leurs cravates de travers, leurs verres de pastis tremblants. Tante Élise, oncle Lucien nous avaient promis les vignes. Pour notre avenir. Leur avenir? Des fêtes à Deauville, des voitures de sport, des vies oisives. Je les regardais avec pitié. Et moi, quel était mon avenir avec lui? Une cage dorée. Antoine rougit. On sait que tu l'as aidé à partir. Isabelle nous a tout dit. Joins-toi à nous. Partageons. Partager? Avec ses complices en herbe? Je refusai, poliment, mais fermement. Dites à votre mère que le testament est vrai. Et que si elle parle à la police, ses secrets sortiront. Quels secrets? La clinique de fertilité, l'inceste supposé, les fonds détournés. Ils partirent blêmes, promettant de réfléchir. Mais je savais, la famille se refermait comme une tenaille. Pour contrer, je contactai un avocat, une femme acérée nommée Claire Moreau, spécialisée dans les successions tordues de la haute bourgeoisie. Dans son bureau vitré surplombant la place Vendôme, elle examina le testament. Solide. Mais l'enquête policière complique tout. Prouvez votre innocence et vous gagnez. Innocence? Le mot sonnait faux dans ma bouche. Et si je ne suis pas innocente? Elle haussa un sourcil. Alors, on négocie un plaidé coupable pour homicide involontaire. Mais avec 1,4 million, vous pourriez vous en sortir avec une peine légère. Homicide involontaire? La belladone n'était pas un accident. C'était un choix, mûri dans les nuits d'insomnie où Lucien rentrait saoul, puant le parfum d'autres femmes. Mais avouer? Non. Je décidai de frapper d'abord. Une visite surprise à Isabelle, dans son hôtel particulier du Marais. Elle m'ouvrit, robe de soie flottante, un verre de chardonnay à la main. Élise, tu oses venir. Je la poussai à l'intérieur. Dis-moi la vérité. L'enfant, la liaison, tout. Elle s'effondra sur un canapé Louis XV, riant à travers ses larmes. L'enfant? Un mensonge. Pour forcer Lucien à me léguer plus. Mais la liaison? Oui. Depuis notre adolescence. Il était mon frère de cœur, pas de sang, un secret de notre enfance chaotique. Marc? Un outil. Pour les finances. Ses aveux coulaient comme un vin trop corsé. Et la tasse? Tu étais là? Elle hocha la tête. J'ai vu de la fenêtre d'en face. J'espérais qu'il boive, pas toi. Mais quand il s'est effondré, j'ai su que tu l'avais fait. Pour moi, Élise. Pour nous libérer. Pour nous libérer? La folie de cette femme me révulsa. Je la giflai, fort, le bruit résonnant comme un coup de feu dans la nuit parisienne. Tu es malade. Elle toucha sa joue, souriant. Et toi? Tu portes le péché. Gâche tout, et je témoigne contre toi. Une menace classique, digne d'un polar de Simenon. Je partis, mais pas avant de voler un dossier sur son bureau, des preuves de détournement, signées par Marc. Le soir, une confrontation avec Marc, dans un bistrot anonyme de Belleville. Il arriva seul, nerveux. Qu'est-ce que tu veux? Je posai le dossier volé. Ta tête. Ou coopère. Dis à la police qu'Isabelle a falsifié le premier testament.
Il hésita, puis « D'accord. Mais à une condition, tu abandonnes l'enquête sur la mort de Lucien. » Abandonner? C'était admettre la trahison. Je feignis l'accord, mais en sortant, j'appelai Leclerc anonymement, laissant un indice, vérifier les alibis d'Isabelle la nuit de la mort. La machine se mit en route. Arrestation, interrogatoire. Isabelle hurla son innocence dans les journaux, accusant la veuve jalouse. Les neveux se rangèrent derrière elle, mais craquaient sous la pression. Antoine craqua le premier, avouant les faux contrats. Marc, pris au piège, négocia. Immunité contre témoignage. Contre moi. Elle a versé le poison, déclara-t-il à la barre d'instruction. Je l'ai vu. Le procès approchait, un cirque médiatique sous les flashs des paparazzi place de la Concorde. Je me sentais comme Marie-Antoinette, traînée devant la populace. Mais dans l'ombre, je préparais ma contre-attaque. Des preuves que Marc et Isabelle avaient tenté d'empoisonner Lucien avant moi, avec des doses ratées. Un pharmacien de la rue Mouffetard témoigna, des achats suspects de belladone. La balance penchait. Pourtant, la nuit avant l'audience, un appel, Henri, le régisseur. « Madame, j'ai trouvé une lettre de monsieur. Pour vous. » Elle arriva par coursier. « Élise, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Pardonne-moi pour les dettes, pour les mensonges. L'enfant, c'est le tien. Avorté en secret, il y a 10 ans, quand j'ai refusé de le reconnaître. C'est pourquoi ils te haïssent. Mon monde s'effondra. Un enfant? Le mien? Le secret enterré refaisait surface, plus toxique que n'importe quel poison. Le tribunal de Paris, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de désespoir, devint le théâtre de ma chute ou de ma rédemption. Je n'en étais plus sûr. L'audience s'ouvrit sous un ciel d'octobre bas, la foule se pressant comme pour un opéra tragique de Verdi. Moi, au banc des accusés, vêtu d'un tailleur gris-perle, les cheveux relevés en chignon sévère, je fixais le juge, un homme sec comme un crouton de baguette, aux yeux perçants derrière des besicles. L'accusation, menée par un procureur zélé nommé Duval, ironie du sort, pas de lien avec Marc, déroula son réquisitoire, homicide volontaire, fraude successorale. Madame Lemoine a empoisonné son époux pour s'approprier 1,4 million d'euros, avec préméditation. Témoignages défilèrent. Marc, l'air repentant, jurant avoir vu la tasse. Isabelle, théâtrale en noir, pleurant sur la trahison de ma belle-sœur. Les neveux, muets comme des carpes, hochèrent la tête en cadence. Mon avocat, Claire, contre-attaqua avec férocité. Et les preuves contre les accusateurs? Détournement massif, tentative d'empoisonnement. Le pharmacien témoigna, puis Henri, brandissant la lettre de Lucien. Le juge fronça les sourcils. Cette lettre mentionne un enfant avorté. Relève-t-elle de l'affaire? Claire insista, elle motive la haine de la famille contre Madame Lemoine. Un mobile pour les accuser faussement. La salle bruissa. Journaux en main, Libération titrait « Inceste et poison, le scandale Lemoine ». Isabelle hurla depuis le banc des témoins « Mensonge. Lucien m'aimait. » Un scandale pur, digne des chroniques de la Comédie Française. Marc, sous serment, craqua. « Oui, nous avons comploté. Mais Élise a fini le travail. » Fini le travail, comme une domestique balayant les miettes. Mon tour vint. Debout, la voix ferme malgré le tremblement intérieur, je parlais, j'ai aimé Lucien. Mais il m'a trahi, dette, liaison, un enfant caché que j'ai perdu seul dans une clinique anonyme de Lyon. Des sanglots étouffés dans la salle. Le poison? Oui, je l'ai versé. Pas pour l'argent, mais pour la paix. Et ce testament? Un adieu, pas un piège. Silence. Puis le juge. Confession sous contrainte? Ou vérité? La pause permit aux médias de s'emballer. Dehors, manifestation, des féministes pour moi, libérer Élise. Des conservateurs contre justice pour la famille. Paris se divisait, comme lors des émeutes de 68, en factions hurlantes. Isabelle tenta un suicide théâtral, pilules avalées dans sa cellule, mais survécut, aggravant son image de martyr. Marc négocia un deal, prison légère contre renonciation à l'héritage. La nuit, en cellule provisoire, je rêvais de l'enfant, un fantôme aux yeux de Lucien, tendant la main depuis les vignes bordelaises. Était-ce la cause de ma rage? Ou l'excuse? Claire me visita. Le juge penche pour acquittement sur l'homicide au suicide assisté, au pire. Mais le testament est validé. Vous êtes riche, Élise. Libre. Libre? À quel prix? Libéré sous caution, je rentrai à l'appartement, le mien, désormais. Les meubles restitués,
les tableaux accrochés. Mais la victoire avait un goût de cendre. Les neveux, ruinés, supplièrent. Tante, pitié. On a tout perdu. Je leur donnai 100 000 € chacun, un geste de clémence française, mais avec une clause, silence éternel. Isabelle, en asile psychiatrique, m'envoya une lettre. Tu as gagné. Mais l'enfant te hantera. La vengeance culmina lors d'une réception au vignoble que j'organisai pour sceller ma renaissance. Invités, la presse, des artistes, Claire. Marc y vint, ivre, suppliant. Élise, je t'aimais aussi. Lucien le savait. Amour? Un mot galvaudé dans ce pays des passions excessives. Je le fis jeter dehors par Henri, sous les étoiles du Médoc. Mais le vrai coup, j'annonçai la vente partielle des vignes au profit d'une fondation pour femmes battues, un pied de nez à Isabelle. La foule applaudit, mais intérieurement, je saignais. La belladone avait empoisonné non seulement Lucien, mais mon âme. Puis, le twist, une analyse ADN post-mortem, ordonnée par le juge. Résultat, pas de poison exogène. Lucien s'était suicidé seul. J'étais innocente? Ou avais-je versé de l'eau, et lui le vrai filtre? La presse explosa. Innocente ou manipulatrice? Paris choisit ses camps, moi comprise. Libre, mais fracturé, je marchais le long de la Seine un matin d'hiver 2025, les feuilles mortes crissant sous mes bottes comme des murmures de regret. Le testament validé, l'argent sur mon compte, 1,4 million d'euros, une somme qui sonnait comme une sentence plutôt qu'une délivrance. L'appartement haussmannien était restauré, mes toiles repeintes avec des teintes plus sombres, des ombres de famille, des vers empoisonnés, des testaments flottants sur des flots noirs. Paris, ma geôlière bien-aimée, m'offrait sa beauté cruelle. Les lumières de Notre-Dame se reflétant dans l'eau trouble, un rappel que sous la surface, tout pourri. Isabelle sortit de l'asile après 3 mois, amaigrie, les yeux creux comme des puits de mine. Elle m'attendait au café de notre première rencontre, ironie du destin. Élise, murmura-t-elle, la voix brisée. Je sais pour l'enfant. Lucien m'a tout dit avant de partir. Je m'assis, commandant un café noir, sans sucre. Et alors? Tu l'as utilisé contre moi. Elle secoua la tête. Non. C'était pour nous unir contre lui. Mais tu as été plus forte. Plus forte? Ou plus folle? Nous parlâmes des heures, deux veuves d'un même fantôme, tissant une trêve fragile. Elle avoua, la nuit de la mort, elle était venue pour le confronter, avait vu la tasse intacte, puis Lucien l'avalait seul. Tu n'as rien fait. Il s'est condamné lui-même. La révélation me frappa comme un Vendée. Innocente. Complètement. Le pharmacien? Un faux témoignage payé par Marc. La belladone? Dans les réserves de Lucien, pour ses migraines. Je pleurais, là, au milieu du café, sous les regards curieux des habitués. Isabelle posa sa main sur la mienne. Partageons l'héritage. Pour l'enfant perdu. Un geste de rédemption ou de manipulation finale. Je refusai. Non, c'est à moi. Mais prends les vignes. Vis avec tes fantômes. Marc, quant à lui, pourrit en prison, 5 ans pour fraude, son empire effondré. Les neveux émigrèrent en Espagne, brisés, me haïssant en silence. Claire devint mon amie, nous dînant dans des brasseries de la rive gauche, disséquant l'affaire comme un roman de Zola. Tu as gagné, Élise. Mais à quel prix? Le prix, une solitude absolue, une peinture noircie par le doute. Le twist final vint d'une lettre posthume, découverte dans les archives du notaire. Lucien avait tout orchestré. Le testament caché? Pour me tester. Le suicide? Pour me libérer de ces chaînes. Si tu trouves ceci, c'est que tu es prête à vivre sans moi. Sinon, laisse-les gagner. Prête? J'avais failli tuer pour ça. La presse, avide, relança le débat. Élise Lemoine, victime ou marionnettiste? Les camps se formèrent. Les uns me voyaient comme une héroïne féministe, brisant les chaînes patriarcales. Les autres, une calculatrice ayant provoqué le chaos familial. Je choisis l'exil temporaire, un atelier à Honfleur, face à la mer Normande, où les vagues lavaient les péchés. Là, je peignis mon chef-d'œuvre, le venin héritier, une toile immense montrant une femme au bord d'un pont, tendant un testament à la Seine, avec des silhouettes floues, Lucien, Isabelle, Marc, se noyant en arrière-plan. Exposée au salon d'automne, elle fit scandale, prix ou blasphème. Les critiques se divisèrent, comme Paris elle-même. Aujourd'hui, riche mais vide, je marche encore. La vengeance m'a rendue entière, ou m'a-t-elle brisée? Le débarrage en moi, comme en vous, lecteur. Avez-vous pitié de moi, ou me jugez-vous? Dans cette France des passions inachevées,
La réponse importe peu. Seul compte l'écho. Ils ont tout pris, mais j'ai repris ma vie. À quel poison? Fin.